Les Adivasis, les peuples premiers de l'Inde, ont gardé une vie communautaire. Ils n'ont pas une vie civilisée avec une famille nucléaire, atomisée. Ils croient en une famille élargie à toute la communauté. Ils croient en la compassion et le partage. Ils croient à la guérison de la planète. Ils ne croient pas à l'accaparement, à l'extorsion, à l'extraction des richesses et à l'enrichissement personnel. Ces enfants ont une relation symbiotique avec la terre-mère. Comme chaque enfant, ils ont droit au lait de leur mère. C'est tout ce qu'ils demandent. Pas plus, mais pas moins non plus. Les grosses entreprises, les multinationales, n'ont pas cette relation à la terre-mère. Ils prennent le sang de leur mère. La mère mourra et son enfant avec. Là est la menace. Confrontés à cette menace, cette marche nous a inspirés. Nous avons le sentiment que les vrais enfants de la terre-mère ont maintenant pris leurs armes pour la défendre. Nous ne laisserons pas la terre-mère se faire assassiner ainsi. « 30 septembre 2012. Entre 70 et 100 000 personnes se retrouvent à Gwalior, en Inde. Leur but, marcher jusqu'au Parlement de Delhi, la capitale. Leur objectif, obtenir des terres pour vivre dignement. Nous étions déjà venus ici il y a 5 ans, jour pour jour, pour filmer la marche Janadesh, le verdict du peuple. Ce fut une épopée incroyable que nous avons partagée avec ces 25 000 marcheurs. Des moments de joie, de tristesse, d'épuisement jusqu'au suspense final avec les autorités. Une expérience puissante, déroutante, d'une formidable humanité. Arrivé à Delhi, Ekta Parishad, le syndicat organisateur de la marche, avait obtenu du ministre du Développement rural la création d'un comité national pour la réforme agraire. Celui-ci portait l'espoir d'une redistribution équitable des terres appartenant au gouvernement indien. Que s'est-il passé depuis? Pourquoi ce nouveau rendez-vous ici, à Gwalior? After Janadesh, we told the government that, look, we are going to wait for 5 years. Après Janadesh, nous avons dit au gouvernement que nous allions attendre 5 ans. En Inde, chaque gouvernement a un plan de 5 ans pour agir. Nous voulions leur laisser ce temps. Nous leur avons dit, vous avez ce temps pour agir, pour tenir vos promesses. C'était sincère. Nous les avons aussi prévenus. Si vous ne faites rien, nous n'allons pas en rester là. Nous agirons et la prochaine fois, nous serons beaucoup plus nombreux. Nous avons attendu 4 ans. Nous avons écrit souvent au Premier ministre. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Ils étaient toujours très occupés, se rendant aux USA pour signer le pacte nucléaire. Ils voyageaient à l'étranger pour rencontrer la Banque mondiale et le FMI. Ils parlaient de croissance, mais pas de redistribuer la terre aux plus pauvres. Nous leur avons donné une dernière année, mais nous ne voulions pas attendre et rester inactifs. Nous avons donc décidé de parcourir le pays et créer de l'opinion publique. Le défi fut de rassembler 2012 organisations pour l'année 2012. Le slogan était « 2012 pour 2012 ». C'était énorme. Nous avons commencé le 2 octobre 2011 à Kanyakumari en disant au gouvernement « Nous reviendrons à Delhi avec 100 000 personnes et pas avant. Confrontez-nous si vous le voulez. » Cette yatra à travers le pays, couvrant 80 000 km, traversant 350 districts et 24 États indiens, fut très importante. Nous avons organisé de vastes consultations populaires, rencontré des centaines de milliers de personnes, donné des conférences de presse, fait des réunions, rencontré des élus. Ceci a créé de l'opinion.
De Kanyakumari à Delhi, nous avons passé 1 an sur les routes. Le gouvernement s'est aussi bougé pendant ce temps-là. Au bout de 3 mois de voyage, le ministre du Développement rural est venu nous voir. Une relation s'est construite. Durant cette année, j'ai dû écrire au moins 50 lettres au Premier ministre, d'autres au ministre du Développement rural, des centaines d'articles. In the last couple of weeks, there has been efforts at the last minute. Depuis 2 semaines, il y a eu des efforts de la part du ministère du Développement rural pour négocier un accord à la dernière minute. Un accord pour mettre la réforme de la terre au premier plan. Le gouvernement indien s'occupe beaucoup d'investissements étrangers et de comment les attirer en Inde. Mais nous devons aussi travailler à réduire la pauvreté. Pendant la Samwad Yatra de l'an dernier, nous avons vu l'extrême pauvreté de 30 à 40% de la population. Nous avons apporté ce constat à l'attention du gouvernement. Nous leur avons dit qu'il était grand temps de mettre en place une importante réforme de la terre. Une politique qui permette au gouvernement national de négocier avec les représentations régionales. Il faut quelque chose de solide auquel les gens puissent croire. Car depuis 5 ans, le peuple attend et sans quelque chose de concret, la crédibilité du gouvernement sera perdue. Nous sommes presque arrivés à un accord. Ce n'est pas clair. Nous nous rassemblons donc ici, prêts à marcher. Nous voulons croire à cet accord et espérons une issue positive pour demain. Ceci transformerait ce rendez-vous en une fête de victoire. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre dans une situation très incertaine. Nous attendons demain pour décider de la suite à donner aux événements. Jusqu'au 28 septembre 2012, j'étais optimiste. Mais le 29, il y eut une soudaine volte-face. Le gouvernement a dit « Nous ne pouvons pas signer un accord avec un mouvement social en public ». Ce fut une sorte de trahison de sa part. 5 ans de frustration accumulée et de nouveau une frustration. Le gouvernement initie un dialogue, arrive presque à la signature d'un accord, puis se rétracte. Ce fut un signal clair, montrant que le gouvernement ne prenait pas la réforme de la terre sérieusement. Le ministre du Développement rural voulut tout de même venir le 2 octobre. Il voulait voir si ses arguments allaient nous convaincre d'arrêter la lutte. Le ministre est arrivé et il a fait ses déclarations. Des déclarations sincères sur ce que le gouvernement cherchait à faire. Après son discours, nous lui avons dit de rentrer chez lui, que nous n'acceptions pas ses propositions. Nous demandons beaucoup plus que ce que vous pouvez nous offrir. Rentrez donc et demandez au gouvernement s'il est prêt à en donner plus ou pas. Après son départ, il y eut une grande tension. Il y avait là des représentants de nombreuses organisations. Nous avons fait une sorte de panjat, c'est un mot hindi. Une centaine de personnes se rassemblent et décident s'il faut accepter ces propositions
et commencer à travailler avec le gouvernement, ou les rejeter et marcher sur des lits. Durant 3 heures d'échange, à chaud, 50 000 personnes ont écouté les débats sonorisés en direct. Nous attendons une réponse très claire du gouvernement indien pour les Dalits, les Adivasis et les autres communautés. Nous voulons que notre terre revienne entre nos mains. C'est tout. Ce fut le point culminant de ce Panjat, dans l'attente d'une décision finale. Nous étions tous d'accord sur le fait que les propositions du gouvernement étaient inacceptables. Elles étaient bien trop tièdes. Nous devions marcher sur des lits. En finale, j'ai dit à l'Assemblée qu'en raison du rejet des propositions du gouvernement indien, nous avions décidé de faire la marche dès le lendemain matin. La proposition fut bien accueillie. Nous voici sur la route. Parti à 8 heures, on marche entre 15 et 25 km par jour. Il fait chaud, très chaud même, plus de 40 degrés vers midi. J'ai vu une femme tomber. Les marcheurs mangent et dorment sur la route. Un repas par jour est préparé en amont de leur arrivée, à l'étape, vers 15 heures. Ekta Parishad dispose de 10 jours de réserve alimentaire. Des particuliers et des entreprises donnent quotidiennement de l'eau, des légumes, des céréales ou du gazole pour les générateurs. Nous avons commencé la marche aujourd'hui. Nous sommes à 22 km de Gwalior où nous étions rassemblés hier. On vient de déjeuner. Les gens sont décidés à marcher jusqu'à Delhi. Notre méthode comprend lutte et dialogue. Nous avons compris hier que le dialogue était rompu et qu'il fallait reprendre la lutte. Nous luttons donc, mais nous aimerions beaucoup reprendre le dialogue, si possible. Eh bien, c'est une longue histoire. On est en fait tous les trois membres d'une coopérative en Poitou-Charentes qui s'appelle la Corab. Et on travaille avec Altereco dans le cadre d'une mise en place d'une ligne de produits commerce équitable. Et il y a quelque temps, Altereco a toujours établi des relations entre les producteurs, les différents producteurs du monde sur la base du commerce équitable. On a reçu des Éthiopiens chez nous, on a reçu des Mexicains. Et quand Altereco nous a parlé de l'organisation de la marche et de la possibilité de rencontrer les gens de Mineral Spring à Darjeeling, on ne s'est pas longtemps posé la question. Ça nous semblait un projet merveilleux et avec lequel on se sentait bien en phase sur les problématiques de l'économie solidaire, de la non-violence que dégage l'économie solidaire, et de la mutualisation. Et puis alors se retrouver à cette marche avec une problématique de revendication sur la terre, sur les ressources naturelles, sur l'eau, la forêt. Alors à part la forêt chez nous, mais les trois autres thèmes, on les retrouve pas avec les mêmes éléments, pas avec les mêmes choses, mais c'est le même fond. Sinon, tu prends une capture d'écho. Et si tu en as besoin d'un portrait, on lui demande. On se sent complètement porté par l'énergie qui est
qui est libéré par cette foule, quoi. C'est vraiment complètement magique. Moi, je ne sais pas si vous partagez ça, mais il y a vraiment une force. Moi, j'ai l'impression d'atterrir et dès qu'on est avec l'ensemble des marcheurs, de ne plus toucher terre pendant toute la journée ou toute la matinée. Au tout début, c'est de l'émotion. C'est vraiment la première charge qui rentre, c'est l'émotion de voir des gens avec les couleurs, le drapeau, l'organisation et puis les chants. Et puis après, quand l'émotion passe un peu, il y a effectivement une notion de ressources qui nous gagne, d'énergie, effectivement, je suis d'accord avec ça. Ouais. Excellent. Dans le monde entier, des actions de soutien à la marche Jan Satyagraha voient le jour. En Europe, des marches s'organisent. Celle du Croisic à Paris, du 21 septembre au 17 octobre 2012, défend la souveraineté alimentaire, le refus de la misère et le droit d'accès des populations aux ressources naturelles. Toutes les idées soutenues dans le mouvement, comme la souveraineté alimentaire ou le refus de la misère en général, ce sont les bases d'une humanité saine qui s'entraide. Et on ne peut pas être contre un tel mouvement. On peut ne rien faire, fermer les yeux, regarder ailleurs, ou on peut essayer d'agir, mais on ne peut pas rester juste ignorer la misère. Elle est là, elle existe, et ce genre de mouvement permet avec un peu d'espoir, de changer les choses. Une autre marche, plus courte, relie Montpellier à Carcassonne. Alors la genèse de la marche, c'est évidemment en Inde qu'elle se trouve, hein, avec la marche des paysans sans terre qui commence le 2 octobre, là, menée par Ekta Parishad. Et comme quelque part il y avait un appel à solidarité dans les autres pays du monde, nous on s'est dit il faut faire quelque chose. Alors le problème c'est quand on veut faire quelque chose pour l'Inde, c'est parfois un petit peu difficile. Donc on s'est dit il faut essayer de relier à quelque chose qui se passe en France. Et on s'est dit voilà, la problématique de la terre, elle est globale, etc. Donc on va trouver en France à rattacher à cette problématique-là. Et alors on a décidé de partir de Montpellier vers un endroit. Et puis cet endroit, il s'est avéré que c'était Carcassonne parce que il y a cette semaine des choses importantes qui se passent avec un forum sur la souveraineté alimentaire, etc. Toujours en soutien avec Ekta Parishad. Donc on dit, allez, Montpellier-Carcassonne, ça fait une semaine à la marche, on peut partir. Et puis il se trouve que tout au long du parcours, on a des combats pour la terre qui se trouvent. Il y avait des projets à Poussan de bétonner 100 hectares de terre agricole. Il y a un autre projet à Pézenas, c'est 40 hectares de terre. Alors de temps en temps c'est pour faire un centre commercial, de temps en temps c'est pour l'arrière-port de Sète, etc. Ce soir on continue, c'est une soirée contre les gaz de schiste. Donc voilà, on essaye de relier tous ces combats à la terre et puis on fait le lien à chaque fois avec le combat à la terre des Indiens et puis tous les combats à la terre partout dans le monde parce qu'on sait que dans le monde, finalement, tous les paysans se battent contre les mêmes forces, on va dire, au global et essayent d'obtenir le droit parce qu'en France, les jeunes pour s'installer, ils ont des difficultés. C'est pour ça qu'on essaye de proposer aussi des choses. Il y a l'association Terre de Liens qui installe des jeunes agriculteurs qui est avec nous, qui nous soutient. Donc voilà, on essaye aussi de promouvoir d'autres alternatives comme l'agriculture locale, les circuits courts, etc. Donc voilà un petit peu le but de la marche. C'est ça le but qu'on préfère. Rendez-nous la terre, on vous prendra partout. On est chaque soir accueilli par un collectif local. Et alors là, c'est un petit peu comme chacun peut. Donc le premier soir, on était chez l'habitant. Le deuxième soir, on a dormi dans une yourte, dans un centre ressources qui œuvre à la réinsertion de personnes en difficulté sociale. Hier soir, on était accueillis par la CIMAD dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Voilà, et puis ce soir on va continuer. Un jour on va dormir dans une MJC parce qu'on aura des bons lits, etc. Ça dépend des étapes, c'est un petit peu au petit bonheur. Et puis chaque soir on a trouvé des collectifs qui nous ont gentiment offert le repas, etc. Donc c'était super sympa, un super accueil au long du chemin. Si ça arrive, attention, une seule solution, faire notre baluchon, et nous tirer sans un rond, sans un rond, bravo.
Un repas pour l'avenir est une idée profondément intelligente puisqu'elle mobilise à travers un repas communautaire la solidarité pour la lutte contre le fléau le plus effroyable sur cette planète qui est la faim dans le monde. Et je voudrais dire mon admiration, ma solidarité pour Michel et tous ses camarades qui ont organisé dans 30 villes cette manifestation. Vous savez que tous les 5 secondes sur cette planète, un enfant meurt de faim, 57 000 personnes meurent de faim tous les jours et 1 milliard sur les 7 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés. Et le même rapport sur l'alimentation mondiale de la FAO, donc de l'ONU, tout à fait neutre, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement 2200 calories individuelles par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains, dont presque le double de l'humanité. Vous savez qu'une dizaine de sociétés transcontinentales privées contrôlent 85% du commerce mondial des aliments de base. Aliments de base, c'est maïs, blé et riz qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Ces trusts mondiaux de l'alimentation, ces dizaines de trusts, fixent les prix des transports, du stockage et de la vente des aliments, décident chaque jour qui va vivre et qui va mourir. Une remarque supplémentaire très précise, aujourd'hui, le produit de ces manifestations à travers l'Europe va à Ekta Parishad, qui est un grand mouvement paysan. Quand j'étais rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, je les ai beaucoup vus à l'œuvre, un grand mouvement paysan indien. Vous savez que 70% des 1,3 milliard d'Indiens, Inde, sur Terre, sont des paysans. Et parmi eux, une grande masse, plus de 560 millions, qui sont en dessous du minimum vital. Et Ekta Parishad organise syndicalement la défense de la terre, du droit à l'alimentation de ces paysans, qui se font déporter, qui se font séquestrer la terre. Et donc l'acte international de solidarité est plus qu'un acte de partage, et l'argent est bienvenu bien sûr là-bas, mais est un acte de protection pour ces hommes et femmes, syndicalistes, militants des droits de l'homme, qui essayent d'aider l'instauration de la souveraineté alimentaire en Inde. Vive la solidarité internationale, vive l'espérance révolutionnaire d'un monde sans fin. Vous croyez tenir la victoire, mais au dernier moment, vous comprenez qu'elle vous échappe. C'est une vie au fil du rasoir. Vous êtes dans l'enthousiasme et l'excitation de la victoire et tout à coup, vous êtes défait par la partie adverse. Alors que vous traversez tout cela, le message c'est qu'il s'agit du satyagraha. C'est une lutte pour la vérité. Un aspect de cette lutte, c'est que vous devez être prêt au sacrifice. Un autre, c'est qu'il faut vous éviter la haine pour votre adversaire, que ce soit le Premier ministre ou un autre. Ce n'est pas basé sur la haine, c'est basé sur l'espoir. La personne en face de vous est elle aussi victime du système. Nous sommes victimes, car dans ce système, nous sommes tous pauvres. Mais l'autre est lui aussi une victime. Il accumule tellement de richesses qu'il en fait une maladie. Il est aussi victime du système. Sympathisez avec cette personne, parlez-lui toujours, même si elle ne veut pas vous écouter. Ne fermez jamais la porte du dialogue, mais ne fermez pas non plus celle de la lutte. Luttez toujours en laissant ouverte la porte du dialogue, sans haine pour l'autre. C'est essentiel dans le satyagraha.
Very clearly we spoke to the minister that, we are always ready for the dialogue. Nous avons parlé clairement avec le Premier ministre. Nous sommes toujours prêts au dialogue. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que la porte est fermée. Nous avons reçu hier un appel du ministre du Développement rural. Il nous a demandé de venir à Delhi le 8 octobre à 16h. Nous serons 4 du comité de négociation à rencontrer le ministre. On va bien voir leurs propositions. Nous sommes bien décidés à ne rien lâcher tant que le gouvernement ne répondra pas favorablement à nos 16 demandes. Comment appliqueront-ils la réforme de la terre? Nous sommes beaucoup plus confiants cette fois-ci, car nos arguments sont présentés très différemment. Nous avons expliqué au gouvernement que le problème de la terre n'est pas seulement foncier. C'est aussi une question de justice sociale. Nous avons tout posé dans ce cadre de justice sociale. C'est un argument beaucoup plus puissant, car la justice sociale est inscrite dans notre Constitution. Chaque jour fut tendu. 10 jours avant Gwalior et 10 jours après Gwalior. Ce furent 20 jours de grande tension dans ma vie et dans celle du mouvement social. Beaucoup d'organisations qui nous soutenaient étaient aussi tendues, sans savoir ce qui allait se passer à Gwalior. Que se passerait-il à la frontière du Madhya Pradesh et du Rajasthan? Le Rajasthan a un gouvernement dirigé par le parti du Congrès, le parti qui gouverne l'Inde. Que se passerait-il à Agra? Et si rien ne s'y passe, que se passerait-il à Madura, à Palwal ou finalement à Delhi? Ce fut une période tendue. Tout le monde demandait « Que va-t-il se passer ?» En finale, le représentant du gouvernement vint à Agra et le document fut signé. Tout finit par une célébration. La négociation fut très ardue avec le gouvernement central, la bureaucratie, les élus, les ministres. Ce fut très dur. Nous avons travaillé 6 à 8 heures presque chaque jour. Il a fallu écrire et réécrire des propositions, les revoir, les corriger. Finalement, il y a 2 jours, on a fini par se mettre d'accord sur une proposition commune. L'accord en 10 points pose les bases d'une politique nationale de la réforme foncière. Son application transformerait la vie de millions d'Indiens marginalisés. Il s'agit de recenser systématiquement les ressources foncières disponibles et en orienter l'utilisation au profit de l'éradication de la pauvreté. C'est un vaste chantier. Le droit à une terre agricole pour les paysans sans terre, déjà posé en 2007, revient au centre du débat. Ce droit fondamental ouvrira aux futurs propriétaires l'accès à l'alimentation, le travail, un toit, une vie digne. Une loi spécifique est proposée afin de favoriser l'accès pour des millions de sans-domicile fixe à de petits lopins de terre où poser leur foyer. La protection des terres des peuples tribaux sera renforcée en leur accordant la priorité sur les intérêts miniers ou industriels. Des cours de justice à comparution rapide seront implantés pour résoudre les centaines de milliers de cas en litige dans les tribunaux. Une aide financière sera proposée aux plaignants pauvres. La gestion de la terre relevant des 26 États indiens, le gouvernement central s'engage à initier dans les 6 mois un dialogue avec eux sur la base des demandes d'Ekta Parishad. Le syndicat approchera ces mêmes États pour faire remonter les revendications de la base. Afin d'assurer la mise en place des 10 points de l'accord, une équipe de travail constituée de représentants du gouvernement, des États et de la société civile est mise en place sous la direction du ministre du Développement rural. All the people who are here
Tous les gens présents ici, François, sont impliqués localement dans des luttes locales qui continuent. Ce qui est nouveau, c'est que ces luttes ne sont plus seulement liées entre elles à travers le pays. Elles sont maintenant reliées avec la classe moyenne, les politiques et les médias, ce qui n'était pas le cas avant. Ce nouveau lien a donné une légitimité à cette lutte. Cette question est devenue centrale dans le pays. C'est très important. Nous avons suivi jusqu'ici une route tracée par les intérêts des entreprises. Ici, c'est l'intérêt du peuple qui est en jeu. Là où il y a un triomphe aujourd'hui, c'est que le peuple a affirmé son intérêt, clairement et fortement. À cause de l'élection qui se déroulera dans 1 an et demi, les politiques ont tout intérêt à nous écouter. Avec du recul, on s'aperçoit que tout finit par une grande fête en 2007. En 2007, au Mela Ground, après que le gouvernement nous ait enfermés pendant 2 jours, le ministre est venu. Il a fait une belle annonce et tout s'est bien fini. Une belle fin n'apporte pas forcément de la terre aux pauvres de ce pays. Depuis 2007, le comité de réforme de la terre n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Mais nous avions un instrument entre nos mains, la loi forestière. Une loi assez forte pour donner de la terre au peuple premier. 1 million de personnes ont reçu des titres de propriété depuis 5 ans. Ceci a changé la vie de bien des gens. Si vous allez dans leur village, vous rencontrerez des gens bien heureux. Ils vous diront combien leur vie en a été transformée, comment ils peuvent maintenant se nourrir, envoyer leurs enfants à l'école, combien les migrations vers les villes ont baissé. मेरा नाम राकेश है और मैं एकता परिषद का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। Je m'appelle Rakesh, je suis depuis 7 ans le coordinateur de district d'Ekta Parishad pour cette région. Elle s'appelle le Raita Pani Sanctuary. Le travail d'Ekta Parishad a commencé ici il y a 5 ans. Nous avons alors organisé des réunions d'information avec les villageois, formé des comités, mobilisé les populations, fait de l'éducation populaire. Je vis ici depuis 20 ans. J'ai eu des enfants qui ont grandi dans une extrême pauvreté. J'ai participé à la marche de Janadesh en 2007. Autrefois, il me fallait payer des pots de vin, donner de l'argent à la police, servir des repas et donner de l'argent à des imbéciles, et aussi à Nadakar quand ils venaient nous harceler. Mais maintenant, tout cela est fini. La loi forestière de 2008 a été décrétée après la marche de Janadesh d'octobre 2007. Grâce à cette loi, certaines personnes appartenant aux tribus répertoriées par le gouvernement ont eu accès au certificat des droits forestiers. Les familles appartenant aux castes défavorisées, les OBC, n'y ont pas eu droit. Les populations locales étaient harcelées par les gardes forestiers avant qu'Ekta Parishad intervienne dans la région. Mais tout a changé avec le décret de la loi forestière. La population de la région est maintenant beaucoup plus consciente de ses droits. मेरे को वन विभाग बहुत परेशान करती थी, पर मैंने जमीन को मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा. Les gardes forestiers me harcelaient, mais je leur ai dit que je ne quitterais jamais ma terre. En l'an 2000, j'ai rencontré Bhagwat d'Ekta Parishad. Il m'a dit que si je voulais vraiment être propriétaire de ma terre, il me faudrait obligatoirement m'organiser en comité. J'ai alors formé un comité dans mon village. Aujourd'hui, j'ai un titre de propriété grâce à la loi forestière de 2008. Les gardes forestiers auraient bien fini par me faire peur. Même le ranger a essayé de me faire partir. Mais je ne suis pas parti. Je leur ai dit que je ne fuirais pas, même s'ils me pendaient. Je l'ai fait pour ma propre survie. J'ai eu ce titre en luttant contre le département forestier avec mon comité.
Nous avons déposé 115 demandes de titres de propriété à ce jour. 55 ont obtenu gain de cause. Les autres, je ne sais pas. जिसमें अभी 55 के सत्यापन हुआ है, बाकी दावन की अभी कोई गिनती नहीं है। फिर राजा जी से मुलाकात हुआ, वहाँ के साथी 15-20 लोग थे। 2-3 दिन का कार्यशाला चला। En 1987, j'ai rencontré Raja Gopal avec une quinzaine d'autres personnes lors d'un atelier de 3 jours. Cet atelier posait la question de comment aider les pauvres dans les villages, comment libérer les faibles et les démunis des difficultés qu'ils subissent, comment leur permettre d'améliorer leur situation et grandir. Raja Gopal se sentait très concerné par leur situation et nous a dit qu'il avait besoin de gens comme nous pour cette cause. Si nous voulons construire une nouvelle nation, explorer de nouveaux mondes, il nous faut former les jeunes de nos villages. Ce n'est qu'à ce stade qu'un changement pourra prendre place dans notre pays. Alors, le rêve de Gandhi prendra forme et sortira des livres. Le 31 mai 1989, nous avons lancé un mouvement traitant de l'eau, de l'éducation, des écoles. 5000 personnes en faisaient partie. Des hommes puissants de la région et la police nous ont battus, puis jetés en prison. Nous en sommes sortis au bout de 15 jours grâce à Raja Gopal. On nous a accusés d'être antinationaux. Nous avons déposé une requête auprès de la Cour suprême et gagné en justice. Je suis le coordinateur d'Ekta Parishad pour le district d'Umaria depuis 2001. En 2001, nous avons commencé la lutte pour les droits sur l'eau, la forêt et la terre. Comment garantir ces droits fondamentaux en faisant pression sur le gouvernement pour qu'il change sa politique? Après Janadesh, le gouvernement indien a promis que les terres tribales seraient rendues aux Adivasis. Là où les organisations locales étaient bien implantées et en relation avec les autorités, c'est ce qui s'est passé. Dans les régions où ce n'était pas le cas, ils attendent encore. Il y a encore beaucoup de tribaux et de personnes démunies, sans terre ni droit. On m'a envoyé en prison. J'ai eu beaucoup de problèmes autrefois. Je récoltais des feuilles de jancard. On m'a demandé de ne pas le faire et de retourner chez moi. Je leur ai dit, c'est à vous de partir. J'ai dû beaucoup me battre avant d'obtenir ce titre de propriété. Les gardes forestiers nous ont battus. Ils ont brûlé nos maisons. Nous nous sommes réunis après l'incendie. Ils ont arrêté 7 hommes de notre village et les ont enfermés avec de fausses accusations. À chaque jugement, il nous a fallu payer de 200 à 500 roupies en pot de vin pour les faire libérer. Avant que j'aie mon titre de propriété, les gardes forestiers prenaient nos récoltes et détruisaient nos huttes. Ils ont arrêté 7 personnes. Ce fut une longue lutte avant d'avoir nos titres. Depuis que les familles ont leurs titres, ils ne nous ont plus harcelés. Ils vont et viennent, mais nous laissent tranquilles. Nous formons de nouveaux comités dans les villages. Nous nous battons pour le droit à une terre, à un revenu, à l'accès au bois. Nous nous battons pour les 100 jours d'emploi garantis par l'État aux plus défavorisés, le NREGA. Ceux qui obtiennent de l'emploi,
un revenu, ne quittent pas leur foyer pour migrer vers les villes. C'est de cela dont nous parlons dans nos comités, en s'assurant de la participation du plus grand nombre aux discussions et aux décisions. Notre but est d'améliorer les communautés villageoises avec les valeurs non violentes de la pensée gandhienne. Avec Ekta Parishad et ceux qui sont en accord avec ces valeurs dans les villages, nous bâtissons un nouveau monde pour les générations à venir. Le développement durable est impossible dans le monde moderne actuel, industrialisé et globalisé. Nous préservons notre héritage villageois, un mode de vie unique et harmonieux. Nous avons notre propre méthodologie de développement, basée sur le village. Le marché et les multinationales peuvent amener une grande confusion et la fin de nos sociétés si nous n'y prêtons pas attention. Nous parlons ici d'autosuffisance et d'emploi agraire. Produire en bio, faire son propre compost et son fumier, préserver les semences indigènes et les planter. Vendre localement ses récoltes. Les revenus du village en seront augmentés et les villageois ne seront pas exploités par le marché. Aujourd'hui, notre planète est en danger. Vous disiez qu'il y a pas mal de problèmes en France. En fait, tous ces problèmes sont créés par le marché. Ici, à peu près 50% des besoins quotidiens sont assurés à l'intérieur du village. Nous réfléchissons à comment rendre le village le plus autonome possible. Et aussi à motiver les jeunes pour qu'ils s'intéressent plus à l'agriculture et restent dans les campagnes. जल जंगल जमीन से जियते आदिवासी मूल निवासी कहलाते आदिवासी जल जंगल रोड कटा हुआ है See, winning is always a good feeling. Vaincre est toujours un bon sentiment. Dans ce cas, bien sûr, ce fut une victoire. Un gouvernement qui avait dit « nous ne signerons pas en public » a fini par le faire. And said we will not sign any document publicly. Finally coming to sign a document is a victory. It's a victory for people. C'est la victoire du peuple. Des centaines de milliers de personnes ont uni leurs efforts dans cette action. Imaginez des gens qui ont collecté une poignée de riz chaque jour en pensant « ceci va changer ma vie ». Imaginez des gens épargnant une roupie par jour en pensant « ceci va changer ma vie ». Imaginez des gens s'emparant d'un drapeau pour mobiliser des habitants de leur village et leur disant « allons à Delhi ». Ceci changera nos vies. Comment aurait-on pu croire qu'en épargnant une poignée de riz par jour, en brandissant un drapeau dans les villages, la vie pourrait changer? Là est l'espoir. De petites actions réunies, de petites gouttes réunies peuvent faire un océan. De petites actions individuelles, une grande confiance dans les esprits peuvent faire la différence. Ceci a été prouvé en 2007 et l'est de nouveau en 2012. La victoire n'est pas le contraire de la défaite. La victoire, c'est la glorification. La glorification de l'individu, la glorification de la société, la glorification du pays, la glorification du monde. C'est la victoire, le Jai Jagat. Nous devons glorifier le monde entier.
Il contient tous les individus, tous les pays. Qu'est-ce que la glorification? C'est la paix et la prospérité, la paix de l'esprit, la paix de la santé. Quelque chose qui permet l'équilibre de la santé, qu'il y ait assez à manger pour tous. Pas seulement le développement économique, mais aussi celui de l'individu, de l'esprit. Tout ceci concourt à la glorification de l'individu. Nous pouvons nous glorifier nous-mêmes. Il y a là 3 facteurs. Tout d'abord la spiritualité, puis la science. Ensuite, il y a la confiance mutuelle. Nous devons faire confiance à nos prochains. Nous devons faire confiance aux membres de nos familles. Nous devons faire confiance aux membres de notre communauté. Nous pouvons même faire confiance à l'univers, à ses arbres, à ses animaux. Il nous faut leur faire confiance. Ils doivent avoir une sorte d'intuition qui leur permet de vivre, d'exister dans ce monde. On peut donc avoir une conversation avec eux. Nous les respectons comme nous nous respectons nous-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que la victoire est une glorification de l'individu, du pays, du monde entier. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous devons les croire, car nous sommes en démocratie. Il faut croire en nos élus. Vous ne pouvez pas dire « je ne crois pas en mes élus », car vous les avez élus. Il faut aussi croire en vos bureaucrates, car ce sont des serviteurs de l'État. La vraie victoire, ce n'est pas de signer un document. La vraie victoire, c'est d'obtenir des terres pour le peuple. Pour les peuples premiers, les intouchables, les pêcheurs, les nomades, 40% de notre population. Les pêcheurs représentent 1,2% de la population, les intouchables 20%, les peuples premiers 8%, les nomades 11%. Ces 40% de la population ont tout perdu. Ils ont perdu leurs droits sur l'eau, sur la forêt, sur la terre. Ces gens ont attendu 65 ans depuis l'indépendance de l'Inde. Leur victoire sera la victoire. La victoire d'un mouvement social est bonne, bien sûr. C'est comme une demi-finale. Mais il y aura la finale. Cette finale, ce sera quand ces gens obtiendront leur terre. Je suis très heureux du fait que grâce à Janadesh, 1 million de personnes ont obtenu une terre. Ces luttes sont toujours une histoire de joie d'un côté et de tristesse de l'autre. Ceux qui n'ont encore rien obtenu sont tristes. Ceux qui ont obtenu des terres grâce aux luttes sont heureux. C'est comme de marcher sur un fil. Il faut se balancer entre tristesse et joie. Alors que vous célébrez la victoire avec les joyeux, vous êtes aussi en grande solidarité avec ceux qui se battent encore pour la terre et les ressources naturelles. En partageant ces 2 aspects, nous encourageons les gens à continuer la lutte. Il y a là de belles histoires dont s'inspirer. Ceux qui ont reçu continuent la lutte pour permettre aux démunis d'y arriver un jour. Ils sont responsables de cet avènement. L'histoire ne s'arrête pas pour eux avec leur acquis. D'autres devront recevoir la terre et des ressources naturelles aussi. C'est un combat où les possédants et les démunis continueront la lutte. Leurs souffrances et leurs joies s'uniront dans la lutte jusqu'à établir ce que nous appelons le Sarvodaya, le bien-être de tous en pratique. Le bien-être de tous en action, pas en théorie. Là est l'objectif. J'espère que tous ces mouvements sociaux qui se sont rassemblés à cette occasion resteront unis jusqu'à l'achèvement de ce but final. कहलाते आदिवासी जल जंगल जमीन से
जियते आदिवासी मूल निवासी कहलाते आदिवासी जल जंगल जमीन से जियते आदिवासी बरम देव बरा के बिरवा जानो पीपर में वासदेव महाराज सिमर दानू बाबा मान्यो साजा में बड़ा देव महाराज तो देव दिवाला हम मानत आए मढ़िया गुरुद्वारा जंगल झाड़ी माँ देवता माने बड़ा देव बंजारा बूढ़ा बाबा बरा के बिरवा पिता बराबर कहुआ तेंदु अपना सगा पड़ोसी भाई अपना महुआ महुआ पूरे खन के खाजी साथ मा चकौड़ा भाजी जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी मूल निवासी What is problematic at the moment is indifference. Ce qui est problématique à l'heure actuelle, c'est l'indifférence. Beaucoup de gens sont indifférents. Ils pensent ne pas pouvoir faire grand-chose et ne veulent pas s'engager pour que ça change. Nous faisons la promotion d'un slogan bien particulier, « Ne sois pas indifférent ». Si tu n'es pas indifférent, le monde sera différent.